Au début de l'histoire, nous assistons à un match de football américain où un homme nommé Nicky est confortablement assis avec sa petite amie Jess dans les tribunes VIP. Le match est en cours, mais Nicky est plus concentré sur la foule que sur le jeu. Remarquant une jolie fille qui se lève de son siège et s'en va, il décide de parier avec Jess sur le nombre de personnes qui se retourneront pour regarder la fille. L'un des hommes assis à proximité, Luan, dit qu'il veut participer au pari. Tout le monde parie 10 $ pour plaisanter et commence à compter. Lorsque la jeune fille quitte les tribunes, le décompte final montre que 7 personnes se sont retournées pour la regarder. Dans ce pari, Jess a deviné le nombre le plus proche, elle a donc gagné. Luan lui donne l'argent sans hésiter, puis suggère de commencer le prochain tour. Cette fois, le pari porte sur qui commettra la prochaine faute. Dès que l'arbitre siffle, il signale une faute et il s'avère que c'est l'équipe sur laquelle Nicky a parié. Même après avoir perdu, Luan est encore plus excité et dit « Parions 5000 $ cette fois-ci ». Maintenant, la question est, le joueur va-t-il passer le ballon ou courir avec? Luan devine que le joueur va courir, tandis que Nicky dit qu'il va passer. Dès que l'arbitre siffle, le joueur court avec le ballon, ce qui signifie que Nicky perd 5000 $. À ce stade, Nicky décide « Bon, d'accord. On a perdu 5000 $. Arrêtons là. » Il veut partir, mais Luan insiste. Finalement, Nicky accepte. La question est maintenant de savoir si le joueur va réussir sa prochaine passe ou non. Nicky prévoit que oui, mais l'autre équipe intercepte la passe. Nicky a maintenant perdu 15 000 $. Il réfléchit un instant et dit « Parions 50 000 $ cette fois-ci ». Jess est choqué, mais Nicky semble en colère. À ce stade, la chance n'est pas de son côté. Il perd à nouveau le pari suivant et doit donner 50 000 $ supplémentaires. Sans réfléchir, il place le pari suivant de 100 000 $. Luan rit et se moque de lui en disant « Mais tu as tout cet argent ?» Cette fois, Nicky parie que la passe suivante sera interceptée et ne réussira pas, mais la passe est réussie. Nicky a maintenant perdu 100 000 $. Il ne sait pas comment se sortir de ce pétrin. Jess est également choqué par son comportement, mais le jeu a désormais atteint un stade très sérieux. Nicky dit « Il me reste 1 million. Parions tout. Voyons qui va gagner cette fois-ci. » L'idée était désormais un peu différente. Nicky a mis Luan au défi de choisir un joueur au hasard à l'aide d'un télescope. Si Nicky devinait le numéro du maillot du joueur, elle gagnerait. Luan a également commencé à soupçonner Nicky de tricher. Pour dissiper ses doutes, Nicky a déclaré « D'accord, je ne vais pas deviner. » Cette fois, c'était Jess qui allait jouer. Elle voyait des numéros de maillot partout. Puis son regard s'est posé sur un visage familier et elle s'est souvenue des paroles de Nicky qui lui avait dit de choisir le numéro qui lui semblait être le sien. Leur ami Farhad portait le maillot numéro 55. Elle a dit le numéro 55 et c'était la bonne réponse. Luan était stupéfait. Jess se demanda également comment Nicky avait su que Luan choisirait ce numéro. Dans la voiture, Nicky expliqua à Jess que tout faisait partie de leur plan. Il suivait Luan depuis longtemps. Dès que Luan était sorti de sa chambre d'hôtel, le numéro 55 avait été enregistré dans leur subconscient. Il ne s'était pas contenté de lui montrer le chiffre, il le lui avait aussi fait entendre. Pendant qu'il se rendait au match, une chanson qui répétait sans cesse le chiffre 55 avait été diffusée dans la voiture de Luan. Ainsi, lorsque Luan regarda à travers ses jumelles, son esprit se porta naturellement sur le chiffre 55. Et Jess dit 55 desquels vit Farhad. Jess n'avait pas été informée à l'avance, donc ses expressions resteraient naturelles pendant tout le match. De cette façon, personne ne se méfierait d'elle. Après cela, l'histoire nous ramène quelques jours en arrière. Quelques jours auparavant, Nicky était allongé sur un lit dans une pièce avec Jess à ses côtés et un homme qui pointait une arme sur sa tête. Jess était assise à côté de lui. Il dit calmement « Je n'ai pas un centime. Si tu veux tirer, tire. » L'homme armé observa la réaction de Nicky et comprit immédiatement que cet homme était intelligent, encore plus malin qu'eux. Et son intuition était tout à fait juste. Nicky était un maître dans l'art de l'escroquerie, habile à commettre de petits larcins avec une grande habileté. Jess avait attiré Nicky dans cette pièce en le trompant. Mais Nicky avait vu en elle un talent naturel. À l'époque, Jess ne comprenait rien. Si tu affines ton talent pour tromper les gens, tu pourras mener une vie très confortable. Nicky répondit, c'est le métier de ma famille. Mon père, son père, étaient tous des escrocs.
Nous sommes des escrocs de sang. Chaque astuce, chaque mouvement est un jeu pour nous. Sans perdre de temps, Jess sortit de l'argent et dit « Je veux apprendre de toi ». Nikki accepta. Leur rencontre était en réalité un test. Il voulait voir si Jess était capable d'intégrer son équipe ou non. Lorsque Jess accepta, Nikki l'envoya à une foire avec l'un des membres de son équipe. Ce fut la première mission pratique de Jess. Elle commença à demander son chemin aux gens, une carte à la main. Pendant qu'elle distrayait les gens, son partenaire volait discrètement l'objectif de l'appareil photo d'un touriste. Puis un autre membre de l'équipe a intentionnellement bousculé un homme et Jess lui a pris son portefeuille. Jess commençait maintenant à se sentir plus à l'aise avec son style de vol. Nikki observait tout depuis le haut d'un immeuble. Le lendemain, Jess et Farhad erraient dans un quartier riche. Leur tâche consistait à jouer la comédie. Farhad s'évanouit soudainement et Jess se mit à crier « À l'aide, quelqu'un à l'aide, s'il vous plaît ». C'était une diversion que le reste de la bande utilisa pour voler les riches qui les entouraient. Une fois leur travail terminé, toute la bande s'enfuit en se cachant dans une ambulance. Le plan avait été exécuté à la perfection et personne n'avait rien compris. Cette nuit-là, ils ont tous fait la fête ensemble. Nikki a félicité tout le monde, car en une semaine, ils avaient gagné 1,2 million de dollars. Mais les membres les plus anciens de l'équipe savaient que Nikki avait encore une dernière mission à accomplir. Le lendemain matin, Nikki a emmené Jess dans la salle VIP du stade. Devant Jess, il lui fit une démonstration complète pour lui montrer comment on pouvait gagner 1 million de dollars en quelques minutes. Quand tout fut terminé, Nikki lui donna 80 000 dollars en espèces et lui dit enfin au revoir. Jess le regarda avec les larmes aux yeux. Son cœur était brisé car elle était tombée amoureuse de Nikki. Près de 3 ans plus tard, une voiture de course entre dans une station-service et nous revoyons Nikki. Ses yeux étaient fatigués et son visage trahissait le fait qu'elle était à court d'argent. Au cours du déjeuner, elle rencontra George, le propriétaire d'une écurie automobile. L'équipe de recherche de George avait mis au point un nouvel algorithme appelé EXR, mais il voulait l'améliorer pour augmenter ses chances de gagner. Il engagea donc Nikki. Le plan était simple. Nikki ferait semblant d'être leur ingénieur en chef. Il mettrait ensuite en scène une fausse dispute entre George et Nikki afin que les autres équipes tombent dans leur piège. Nikki enfila un smoking et sortit pour assister à une fête ce soir-là. Le plan de Nikki et George était de simuler une dispute devant la foule, mais leur plan échoua complètement lorsque Jess apparut, descendant les escaliers dans une robe rouge. Elle se précipita vers George pour l'embrasser. En voyant cela, les yeux de Nikki se remplirent de colère. Jess s'approcha calmement de Nikki et lui dit qu'elle n'était plus une imposteur et que tout ce qui s'était passé 3 ans auparavant n'avait plus d'importance. Elle ajouta que George ne savait rien de leur relation passée et qu'il valait mieux que les choses restent ainsi. En entendant cela, Nikki se mit en colère. Auparavant, il avait prévu de faire semblant d'être en colère, mais maintenant, il l'était vraiment. La dispute avec George devant tout le monde n'était plus une mise en scène. Elle était réelle. Leur dispute attira l'attention de l'équipe rivale, comme prévu. La sécurité est rapidement intervenue et a expulsé Nikki de la fête, mais il avait désormais en sa possession la carte de visite de l'équipe rivale. Le lendemain matin, Nikki a rencontré le propriétaire de McLaren. Il lui a parlé sans détour, « Je veux vous vendre le système EXR. Le prix est de 3 millions d'euros. » Le propriétaire de l'écurie n'était pas à court d'argent, il n'y avait donc pas besoin de négocier. Il a immédiatement testé le système sur la piste et, lorsqu'il a vu les résultats, son visage s'est illuminé. Mais Nikki était de nature à ne jamais travailler sans prendre de risques. Il avait secrètement vendu une copie du même logiciel à toutes les écuries. Chaque poignée de main lui rapportait plus d'argent. Tous ceux qui lui serraient la main lui versaient des millions. Jusqu'au début de la course, personne ne savait que toutes les écuries avaient acheté le même système EXR. Cette nuit-là, au lieu de s'enfuir, Nikki envoya un message à Jess pour lui dire que si elle arrivait à temps, ils pourraient s'enfuir ensemble. Nikki a attendu, mais personne n'est venu. Alors qu'il était sur le point d'abandonner et de partir, Jess est apparu, mais il était trop tard pour s'enfuir. Car à ce moment-là, le même homme costaud qui lui avait donné 3 millions d'euros pour le compte de l'équipe McLaren est apparu devant Nikki. En réalité, c'était un homme de George. Après un terrible accident, Nikki et Jess ont tous deux été capturés. Ils ont été ligotés et tout l'argent volé a été disposé devant George. George était furieux. Il avait dépensé 40 millions d'euros pour créer ce logiciel et maintenant tout était ruiné.
George a ensuite déclaré que Jess n'avait jamais vraiment été sa petite amie. Il savait qu'elle était avec lui uniquement pour son argent. Jess avoua qu'elle avait seulement fait semblant d'aimer George pour lui voler sa collection de montres de luxe. Nikki était sous le choc. Jess avait donc fait semblant d'aimer George uniquement pour rendre Nikki jalouse. Ils avaient maintenant tous les deux été démasqués. George se tourna vers le majordome et lui demanda comment Nikki avait réussi à voler le logiciel. Dès que Nikki ouvrit la bouche, le majordome tira soudainement un coup de feu. La balle frappa Nikki en plein dans la poitrine. George pâlit. George renvoya rapidement le majordome et s'enfuit de l'entrepôt. Jess pleurait sans pouvoir se contrôler, mais le majordome dit calmement, « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En réalité, je suis un homme de Nikki. » En vérité, le majordome était le père de Nikki. Il scella la blessure avec du ruban adhésif, utilisa une aiguille pour extraire l'excès de sang et équilibrer la pression atmosphérique dans la poitrine de Nikki. Soudain, Nikki ouvrit les yeux. Il était vivant. C'était un plan fou, mais il avait fonctionné. Derrière eux se trouvait une énorme pile d'argent. Tous trois quittèrent l'entrepôt. Nikki était en réalité un orphelin et avait été élevé par cet homme. C'était lui qui avait enseigné à Nikki tous les trucs du métier. Leur règle était simple, ne jamais se laisser emporter par ses émotions. Le majordome les laissa tous les deux sur le bord de la route et emporta tout l'argent. Nikki se retrouva sans rien. Mais alors qu'il se rendait à l'hôpital, il aperçut quelque chose qui brillait dans la main de Jess. C'était la montre de George, d'une valeur de 200 000 $. Nikki la regarda. Jess la regarda à son tour et ils sourirent tous les deux.